Bonjour chers amis, très heureux de vous rencontrer aujourd'hui dans un autre instant culturel autour d'une thématique aussi pertinente que permanente. Il s'agit du sous-développement et des droits de l'homme. De son auteur, Ahmed Sendek Belhaj, docteur d'État en droit, diplômé en études approfondies des droits de l'homme. Chez les éditions Babel. Alors l'auteur, Ahmed Belhaj Sendek, né en 1955 à Meknès, au Maroc, docteur d'État en droit public de l'université Franche-Comté à Besançon en France. Il a aussi des études des diplômes supérieurs dans les études sur les droits de l'homme. Il a été chargé d'affaires au niveau du ministère des Affaires étrangères. Il a aussi une carrière académique. Alors pour l'auteur qui analyse dans ce document les deux points de vue, disons, opposés entre le besoin de développement et la nécessité d'une société où règnent les droits de l'homme, pour finalement arriver à la synthèse et à la conviction qu'il n'y a pas l'un sans l'autre. Alors, pour lui, la philosophie générale des droits de l'homme, telle qu'on peut le concevoir actuellement, est le terme d'un long et profond mouvement d'idées et de réflexion sur le principe de la liberté, et, à plus forte raison, sur les moyens de l'atteindre, puisqu'en réalité, il existe une seule liberté, et les divergences d'opinion portent non pas sur son sens, mais sur les manières de l'atteindre. Elle est donc le résultat et l'aboutissement de ces nombreux courants idéologiques et philosophiques qui se sont fixés comme objectif primordial la lutte contre l'arbitraire et le despotisme incarné par les tenants, les leviers des commandes de l'État, ainsi que la recherche de bien-être physique et moral de l'homme en étendant sa sphère de liberté et en acquittant les différentes contraintes économiques et politiques qui empêchent l'épanouissement et l'affirmation de sa propre personnalité. Alors pour l'auteur aussi, le sous-développement et le respect des droits de l'homme, le sacrifice des droits de l'homme et le rejet des libertés fondamentales ne sont sans doute pas nécessaires pour sortir du cercle vicieux du sous-développement. Comble d'ironie, ce dernier élément sert parfois de cheval de Troie pour justifier les régimes oppressifs et des gouvernements plus soucieux de leur maintien au pouvoir que du décollage économique et social de leur pays. La méthode qui consiste à proposer de fausses alternatives pour justifier la violation de certains droits fondamentaux et faire passer l'oppression telle que le pain ou la liberté, la démocratie ou le développement, l'emploi ou de bonnes conditions de travail, la liberté d'expression ou la sécurité économique, etc., se base sur des arguments contestables comme celui qui a été soutenu par Jahangir Amjigar. Dans les pays du tiers-monde, qui souffrent de la pauvreté, de l'analphabétisme généralisé et de l'écart énorme qui existe dans la répartition des revenus et de la fortune à l'intérieur des pays, bénéficier de la liberté de position et d'opinion garantie par la Constitution n'est pas forcément aussi importante que d'échapper au désespoir, à la maladie et à la misère. Les masses seraient certainement beaucoup plus heureuses si elles pouvaient se nourrir d'autre chose que de paroles creuses. Si elles pouvaient avoir un dispensaire au lieu d'une tribune de libre parole, si on pourrait leur assurer un emploi bien rémunéré au lieu du droit de participer à des manifestations, etc. Ce choix peut sembler cynique aux yeux d'un juriste. La plupart des problèmes de développement peuvent comporter des conflits, mais ceux-ci doivent être réglés, non en choisissant entre un extrême ou l'autre, mais en trouvant un équilibre judicieux entre les intérêts et les valeurs en jeu, car la volonté de défendre une valeur unique ou de réaliser un objectif unique est le pire ennemi de la liberté. Nous allons procéder à une critique de la théorie des circonstances exceptionnelles pouvant s'appliquer à la situation de sous-développement en s'attaquant aux principaux arguments d'ordre économique
n'accordons pas la priorité aux droits fondamentaux de l'homme, pour ensuite examiner les conséquences positives que pourrait avoir le respect des droits de l'homme sur le coût de la répression. Enfin, nous nous proposons d'analyser le principe de l'indivisibilité et de l'interdépendance de tous les droits de l'homme comme facteur important dans le développement. Alors, comme premier point, l'auteur de ce chapitre, l'auteur passe aux critiques de la théorie des circonstances exceptionnelles. Selon lui, l'un des arguments qui revient le plus souvent pour plutôt accorder la priorité absolue à la croissance économique, c'est que des concessions sont requises et des fois imposées à titre exceptionnel et provisoire. Ainsi, selon des économistes, le conflit est inévitable entre croissance rapide et une répartition équitable du revenu. Et un pays pauvre et désireux d'accéder au développement économique serait probablement bien aisé de ne pas trop se préoccuper de la répartition du revenu. Or, la répartition équitable d'un revenu est une condition préalable pour réassurer le développement et ne peut être dissociée des autres modes de répartition du pouvoir social, politique et culturel. Les tenants de cette théorie de croissance par capitalisation oublient que les groupes à revenus élevés des pays en développement peuvent se livrer à des consommations ostentatoires, voire inutiles, au lieu d'épargner. Ils ne tiennent pas compte de l'importance croissante de l'épargne des sociétés et du secteur public dans le processus de croissance moderne. Et ils négligent le fait que l'épargne privée peut être canalisée vers des comptes bancaires suisses au lieu d'être investie dans leur propre pays. De ce fait, la boutade souvent attribuée à Lord Keynes, qui aurait lancé qu'à long terme nous serons tous morts, permet de dire qu'il n'est pas possible d'accepter à long terme des programmes qui retardent les efforts destinés à assurer la dignité humaine. De plus, l'expérience amère qu'ont bien faite les pays a montré que la consolidation temporaire des inégalités dans un effort de promotion de la croissance économique a représenté par la suite un obstacle considérable à la promotion de l'équité. Les élites et les privilégiés résisteront inévitablement aux propositions tendant à modifier le statu quo en faveur des défavorisés, selon d'autres arguments à caractère économique de même genre ou de même nature. Par exemple, les pressions démographiques exigeraient l'imposition de certaines restrictions à l'exercice de certains droits civils et sociaux, dans l'intérêt du développement économique. Les investissements de capitaux étrangers nécessiteraient l'instauration d'un climat stable et favorable aux investissements, d'où le besoin de restrictions en retour de certains droits comme le droit au travail et d'autres droits politiques et économiques. L'impact potentiellement néfaste des syndicats sur la croissance économique exigerait l'imposition de certaines restrictions aux droits découlant de la liberté d'association. Les pressions électorales qui amènent les politiciens à agir de façon irrationnelle et au détriment de l'économie devraient être réduites au minimum grâce à l'imposition de restrictions au processus électoral en particulier et aux droits politiques en général. La criminalité et la violence feraient lourdement obstacle aux efforts de développement économique et devraient par voie de conséquence être combattues par tous les moyens, y compris par des restrictions aux droits civils et politiques. En tout état de cause, la notion d'exception tirée de l'état de sous-développement doit être maniée avec une extrême prudence, et ce pour trois raisons essentielles. D'abord, les restrictions admises doivent être appliquées seulement dans le but pour lequel elles ont été prévues et ne doivent surtout pas s'exercer de manière violente ou répressive et ne doivent pas ensuite servir de prétexte pour protéger les privilèges d'une élite ou d'une classe dominante au détriment de la liberté ou de la libération économique de l'ensemble du peuple. Enfin, il faut l'affirmer avec force, certains droits de l'homme doivent être protégés et respectés en tout temps et en tout lieu, comme l'abolition totale de l'esclavage, l'interdiction de la torture, des traitements cruels, inhumains et dégradants, le droit d'avoir un procès juste, équitable, l'indépendance et l'impartialité des juges, le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, etc. En outre, le plein exercice de tous les droits de l'homme
doit effectivement faire l'objet de garanties pratiques au fur et à mesure que les conditions sociales et économiques s'améliorent dans un sens permettant matériellement cet exercice. Enfin, quel que soit l'argument présenté, il reste que les stratégies de développement basées sur le respect des droits de l'homme présentent de nombreux avantages. Deuxièmement, les conséquences positives du respect des droits de l'homme et le coût de la répression. L'auteur considère que parfois les mesures visant la promotion et le respect des droits de l'homme constituent presque nécessairement un handicap économique freinant l'effort de développement. Il faut noter toutefois que l'introduction d'un train de mesures contribuant directement à la jouissance des droits de l'homme peut présenter des avantages d'ordre économique qui ne doivent pas être ignorés ni sous-estimés. Le Comité de la planification du développement des Nations Unies a développé la même idée dans son rapport de 1979. De l'avis de ce comité, les dépenses à caractère social doivent être considérées comme un bon investissement en capital humain indispensable. Il ne faut pas donc considérer que dans les pays en développement, une croissance économique rapide contrarie la satisfaction des objectifs sociaux et doit être perçue au contraire comme un moyen de satisfaire ces objectifs. De même, les rapports de la Banque mondiale sur le développement dans le monde consacrent une bonne partie à l'examen de la contribution que le développement humain peut apporter à la croissance. Ce qui ressort de ces analyses qui proviennent des sources bien renseignées, c'est que les objectifs sociaux et autres objectifs se rapportant aux droits de l'homme peuvent contribuer largement et même de façon quantifiable à la réalisation des objectifs de développement économique et de croissance globale. Alors, l'existence d'un environnement général qui libère, stimule et canalise l'enthousiasme, l'énergie et la créativité des masses contribue aussi énormément au développement. Ainsi, il convient de noter qu'outre le coût souvent très lourd résultant de la militarisation des sociétés en développement, il existe d'autres coûts issus de la poursuite de politiques de développement basées sur la répression. La plupart de ces politiques, notamment lorsqu'elles sont institutionnalisées, ont souvent un effet néfaste. De boule de neige, le degré de répression ne cesse de croître jusqu'à ce que toute opposition politique effective soit étouffée. C'est là un processus extrêmement coûteux qui exige la création d'importants services de sécurité intérieure, lesquels engendrent l'apparition d'un réseau de plus en plus complexe d'informateurs et d'indicateurs qui plonge ses racines au milieu de tous les secteurs sociaux de la société pour entretenir la répression. Bref, le coût technologique, bureaucratique et financier des systèmes répressifs avec toutes les conséquences sociales néfastes qu'ils entraînent peut non seulement être énorme et insupportable, mais aussi est susceptible de contrecarrer de façon très dommageable les efforts de développement. De surcroît, une fois étouffée toute opposition ou critique à l'encontre du pouvoir en place, on peut arriver au point où les forces mécontentes considèrent qu'il n'y a pas d'autre moyen d'agir que de recourir à la violence et au sabotage économique du pays, avec toutes les conséquences désastreuses que cette situation entraîne. Pour ne pas reprendre les termes du préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il est absolument essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit de l'homme pour que l'homme ne soit pas obligé et contraint en dernier recours à la rébellion contre l'oppression et la tyrannie. Enfin, il faut souligner que dans le cadre du double combat que mènent les sociétés du tiers-monde pour les droits de l'homme et le développement, la question des priorités ne se pose pas, puisque dans les deux cas, on est guidé par l'impératif fondamental du respect de la dignité humaine. En plus, l'indivisibilité et l'interdépendance de tous les droits de l'homme est en réalité un principe essentiel du développement. Il en résulte donc pour l'auteur que la lutte pour le développement économique et social que mènent les populations des pays en voie de développement ne peut être dissociée de la lutte qu'elles mènent aussi sur un autre front, celui du respect et de la protection des droits de l'homme. Merci de votre attention.